Salut, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler des crises d'angoisse. Pourquoi je fais cette vidéo déjà? Parce que voilà, en fait j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse une vidéo quand j'ai eu ma période très difficile avec l'angoisse en général et puis les crises d'angoisse, ce qu'on appelle aussi des attaques de panique. Donc voilà, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage, que ce soit sur les réseaux ou sur Facebook ou même dans mon entourage proche, qui savent pas vraiment ce que c'est, qui ont peut-être déjà vécu et qui ne savent pas comment s'en débarrasser, ne savent pas comment les gérer. Et donc voilà, je pense que c'est important d'en parler. Je vois de plus en plus de vidéos qui traitent de ça. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont en général assez connus. On a comme John Ralshed, Enjoy Phoenix, j'ai vu récemment Namor et encore une autre youtubeuse qui s'appelle Dear Carrot qui en ont parlé, qui ont quand même des grosses notoriétés, donc qui en ont parlé assez ouvertement. Et d'ailleurs, je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'en parle, parce que les crises d'angoisse touchent quand même 15% de la population. Sauf que les gens ne savent pas forcément ce que c'est, n'arrivent pas forcément sur le moment à identifier ce que c'est et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc la vidéo va se passer en 3 temps. Je vais d'abord parler de mon expérience perso, vous expliquer ce que c'est des crises d'angoisse. Je vais vous donner des conseils pour ceux qui font des crises d'angoisse, comment s'en sortir, comment vivre avec. Ensuite, une partie pour les gens en fait qui assistent à des crises d'angoisse et qui ne savent pas comment gérer cette situation. Mon expérience avec l'angoisse a commencé quand j'étais petite. Ma mère faisait des crises, fait encore des crises d'angoisse et des crises de tétanie. Donc assez vite j'ai été confrontée à ça. Mais voilà, de l'extérieur. C'est pour ça que je peux vous donner des conseils par rapport à les gens qui assistent à ça, parce que j'ai d'abord assisté aux crises avant d'en faire. Donc je l'ai beaucoup aidé à ce niveau-là, j'ai appris à l'aider jusqu'à cette année, l'année 2018, où après avoir énormément travaillé pour mes partiels de M1, j'ai fait, on va dire, une espèce de burn-out qui me suit encore aujourd'hui. J'avais énormément travaillé comparé à ce que j'ai pu faire pendant toute ma scolarité en fait. J'avais perdu on va dire 5 kilos en 2-3 semaines. Déjà que je suis pas bien épaisse, je suis passée de 46 à 42 kilos et ça s'est empiré ensuite derrière. Donc ça c'était la situation. J'avais vécu pas mal de choses déjà difficiles dans ma vie perso, dans ma vie familiale pendant cette année 2017-2018. Donc les partiels se sont terminés fin avril, on a eu les résultats en mai. Et voilà, j'avais réussi mon année sans les rattrapages. J'avais prévu de travailler en août, au cas où justement si j'avais les rattrapages. Et donc j'avais mai, juin, juillet de libre en fait, où je ne faisais rien de mes journées. J'avais pas prévu de stage, j'avais pas prévu de voyage, j'avais pas prévu voilà, ce genre de choses. Comme les gens autour de soi ne sont pas forcément disponibles, ils ont chacun leur vie, moi en fait je passais mes journées à ne rien faire. Devant la télé, devant l'ordi, à jouer aux Sims. Évidemment je sortais un petit peu, mais c'était une soirée sur 3 mois, c'est pas énorme quoi. Il y a toute la journée. Et en fait le problème c'est que j'ai commencé à cogiter pas mal. J'ai eu des problèmes avec mon copain qui est parti à l'hôpital. Puis donc voilà, ça a été un premier choc. J'ai ensuite pris une pilule, une nouvelle pilule contraceptive qui est le générique de Méliane, que je connaissais pas, et bon qu'on m'avait prescrit, donc j'allais pas faire la fine bouche là-dessus. Et puis les résultats des candidatures de Master 2. Moi à partir du moment où j'ai eu mes résultats de M1, où j'ai eu des bonnes notes dans les matières qui étaient importantes pour le M2, c'est-à-dire le droit pénal spécial, procédure pénale, etc., je me suis dit c'est bon, le M2 je l'ai. Évidemment rien n'est acquis, mais il n'y avait pas de raison quoi. J'avais jamais eu des très bonnes notes en droit, mais en tout cas dans ces matières-là, j'avais les bonnes notes. Et puis il y a eu les résultats des candidatures de M2 et en fait j'ai été prise dans absolument aucun Master 2 auquel j'avais candidaté. Donc quand on passe de travailler à fond
où le cerveau n'est obnubilé que par ça, où tu ne t'alimentes pas, où voilà, tu te forces à rester concentré pendant 3 semaines et que tu passes de ça à plus rien, c'est-à-dire que ta vie, telle que tu l'avais prévue sur 1 an, eh ben, elle ne sera pas du tout la même, bah, c'est très compliqué à gérer, surtout quand en plus tu n'as pas d'activité pour te changer les idées, on va dire. Donc voilà, il y a eu toutes ces petites choses-là, et un soir, j'étais dans mon lit, il devait être 1h du matin, et j'ai commencé à me sentir pas très bien. Le fait d'être inactive physiquement m'a provoqué des pointes en fait dans le dos, des muscles qui sont bloqués, des nerfs qui sont bloqués, et une énorme douleur dans la poitrine en fait, au niveau du cœur. Du coup, bah forcément, il était 1h du matin, cette pointe qui vient, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, je suis en train de faire une crise cardiaque. Une rupture de l'anévrisme, je sais pas ce que c'est, mais je suis en train de crever. Donc j'ai le cœur qui a commencé à partir en tachycardie, commencé à hyperventiler. Alors l'hyperventilation, c'est le fait de respirer très vite, et du coup il y a trop d'oxygène qui rentre dans le corps, et ça peut nous faire nous évanouir, ça peut nous faire tourner la tête, des vertiges, etc. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens prennent des sacs plastiques en fait pour ne pas inhaler d'oxygène en fait, pour garder le dioxyde de carbone qu'on rejette et le réinhaler après pour justement ne pas hyperventiler. Donc voilà, j'ai commencé à hyperventiler, j'ai commencé à avoir des sueurs, à avoir le cœur qui battait à 1000, le cerveau qui s'allume, les muscles qui se tendent. Et voilà, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Donc je suis allée chercher ma mère, je l'ai réveillée et elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est juste une crise d'angoisse. Alors là, franchement, sur le moment, j'ai dit, mais non, c'est pas une crise d'angoisse, tu vois pas que je suis en train de mourir là, tu vois pas que je suis en train j'ai le cœur qui bat à 1000, j'étais en panique, vraiment, voilà, c'est la crise de panique quoi. Au bout d'une demi-heure, c'est passé, c'est éreintant, évidemment, c'est éreintant parce que une demi-heure de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, de mon Dieu, de trucs, c'est évidemment très fatigant. Je me suis endormie, et puis le lendemain matin, j'étais pas bien, comme stressée en fait tout le long de la journée. Je m'étais dit bon bah c'est bon, j'ai fait une crise d'angoisse, ok, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai réussi à passer ma journée, on va dire un peu normalement. Le soir, j'ai refait une crise, mais une deuxième crise en fait, un deuxième style de crise on va dire. On va dire qu'il y a 3 sortes de crises. Tu as la crise où tu as l'impression que tu vas mourir, que tu es en train de faire une crise cardiaque, que tu es en train de faire un AVC, que tu es en train de faire une rupture de l'anévrisme, que tu as un cancer. Donc ça c'est la première crise. Tu as la deuxième crise qui te fait devenir taré. En fait, tu as l'impression en fait, de devenir vraiment fou, de perdre le contrôle de toi-même. Et tu as la troisième crise qui est purement physique en fait. Tu n'as pas ces symptômes de panique, mais voilà, tu es très stressé. Ça a été une crise où j'avais l'impression de devenir folle, où j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même, tellement la panique est importante en fait. C'est comme si tu voyais quelqu'un qui était en train de tirer sur des gens, où il y a un événement tellement important, tellement grave, que mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Alors qu'il se passe rien. Du coup, tu sais qu'il se passe rien. Et tu te dis, mais je suis en train de devenir folle. Ça fait 2 soirs de suite, je suis en train de devenir tarée en fait. Je suis en train de devenir schizophrène, j'avais peur de tout, j'avais peur de m'asseoir, j'avais peur de me coucher, j'avais peur de parler, ma mère m'a administré de force un anxiolytique, mais j'en voulais pas parce qu'en fait je ne voulais pas perdre le contrôle de moi-même. Pour moi, il fallait, pour ne pas devenir folle, il fallait que je garde le contrôle. Et prendre un anxiolytique qui était censé me calmer, bah je savais pas ce que j'allais pouvoir être capable en fait de faire sous l'effet de cet anxiolytique. J'avais peur de sauter par la fenêtre, que mon cerveau d'un coup il me dise bah, saute par la fenêtre, et que je saute par la fenêtre. J'avais peur que mon cerveau me dise bah, prends un couteau et plante-toi. Enfin, c'est vraiment très compliqué à comprendre ce genre de crise parce que c'est vraiment uniquement psychologique quoi. Ça passait un peu plus vite, on va dire au bout de 20 minutes, une demi-heure, et je me suis endormie. Et le lendemain, j'étais censée monter sur Lyon pour rejoindre mon copain. Bah, je suis montée dans le train et j'ai pas pu rester dans le train. Heureusement, c'était un TER ce jour-là.
et il y a eu une deuxième gare. Et j'ai pas pu. Je suis sortie au bout de 8 minutes de train. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit je peux pas. Je me sentais oppressée, j'avais l'impression d'asphyxier dans le train tellement, parce que forcément il y avait du monde, c'était le matin. Je me suis dit si je fais une crise dans le train, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas de cachet sur moi. Les gens autour de moi ils vont pas comprendre, ils vont me prendre pour une folle. Et puis ça se trouve je vais sauter du train en marche. Et puis voilà, donc je suis sortie du train. Ma mère est venue me chercher, on est parti chez mes grands-parents et j'ai passé le week-end là-bas. J'avais pas fait de crise pendant le week-end, je dis allez on retente l'expérience. Je reprends le train. J'avais acheté de l'ophytose, des fleurs de bac, ce genre de trucs pour me calmer. Et ça a un peu fonctionné on va dire. J'ai pris le train, j'ai réussi à faire tout le trajet et je suis arrivée à Lyon. Je suis allée voir, la première destination c'était d'aller voir mon copain à l'hôpital. Et forcément là c'était pas un moment facile. On a pu discuter et puis ensuite je suis partie chez mon père. Et ce soir-là, encore une crise. Cette pointe dans la poitrine qui était horrible. Et c'est là où tout a commencé en fait, c'est là où le trouble anxieux généralisé s'est mis en place. Ce qu'on appelle le TAG. Où en fait c'est un état que je décrivais comme l'impression de passer un oral de partiel ou de bac ou peu importe, mais en permanence et sans échéance. C'est-à-dire que le stress qu'on a, la boule au ventre, les mains moites, le cerveau qui est en alerte en fait, de se dire tout le temps stressé, vous savez qu'on se ronge les ongles, machin, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que t'es bien, là t'es pas bien, attention tu vas faire une crise et quand sera la prochaine crise, etc. etc. Donc en fait il y avait les crises. Et entre les crises, il y avait cet état d'anxiété, d'angoisse généralisée en fait. Donc c'est évidemment épuisant, il n'y avait pas de moment de détente quoi. Les seuls moments de détente que j'ai eu, et franchement je pense que j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, c'est que c'était la Coupe du Monde et que du coup pendant les matchs, je pensais qu'au match et je pensais à rien d'autre. Donc quand j'étais sur Lyon toujours, j'ai une amie qui est venue me voir, on avait prévu d'aller à un festival cet été-là et ça s'est super bien passé, j'ai quand même tenu à y aller. Forcément j'avais payé mes places, mon ami était là pour y aller, donc je me suis forcée et j'y suis allée. Et le fait que ce soit en plein air, que ce soit très encadré forcément par la Croix-Rouge, les flics, tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Si je suis pas bien, je pourrais aller voir quelqu'un. J'étais quand même dans un état où à chaque fois que j'allais quelque part, je regardais la porte de sortie et je regardais où étaient les pompiers ou les médecins les plus proches, l'hôpital le plus proche en fait. Quand j'allais dans un endroit et que je voyais pas de pompiers, je voyais pas d'hôpital, j'étais pas bien. Et limite, je pouvais pas rester à cet endroit-là. Donc c'était très compliqué. Le festival s'est bien passé. J'avais arrêté tous les excitants. L'alcool, le coca, la cigarette. Et du coup, forcément, pendant le festival, c'était assez rigolo parce que j'avais ma pote qui était là, complètement éclatée. Et moi j'étais là avec mon verre d'ice tea, ma cigarette électronique qui était branchée dans le sac, et mes cachets de phytose qui étaient là. C'était assez drôle quoi, complètement en décalage, et pourtant j'ai vraiment passé un super moment. C'était plusieurs crises par jour. Je me forçais à dormir parce qu'en fait, le temps que je passais à dormir, c'était du temps où je faisais pas de crise. Et ça c'était tellement relaxant. Et en fait quand je me réveillais, que ce soit le matin ou après une sieste, le cerveau, comme il s'était pas encore remis en marche, j'avais pas de stress. En fait ce qui était très compliqué, c'était que de l'extérieur je semblais juste stressée. Donc c'était toujours présent. Évidemment, donc je ne buvais plus d'alcool. Moi qui aime sortir, qui suis rapidement pompette, dû à mon poids ou à ma taille, j'aime bien ça, c'est un état que j'aime bien. Et là, j'étais arrivée à un point où je m'étais dit, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir envie de se saouler au point de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Je ne comprenais pas quel intérêt il y avait à ça. Moi je me disais, mais les gars, si vous bourrez la gueule, vous vous souvenez même plus de ce qui s'est passé,
vous avez pu faire des choses, mais graves, dangereuses. Et puis le temps a passé, j'ai commencé à travailler au dépôt, où je travaille maintenant depuis 4 ans, l'été. Et puis en fait, le fait d'avoir une activité quotidienne, le fait de me lever le matin, que le lendemain soit certain, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, j'avais plus le temps de cogiter. C'est-à-dire que quand on est dans ce trouble anxieux, le fait de ne rien faire de sa journée, bah, du coup, on ne pense qu'à ça. Par contre, le fait de travailler, d'avoir des collègues, des gens qui vous font rigoler, des tâches à accomplir dans la journée, de se lever, d'avoir un rythme, bah c'est très important parce qu'en fait, t'as pas le temps de réfléchir à tes angoisses, quoi. Le pire pour moi, par exemple, c'était de prendre l'autoroute. C'est-à-dire que de rester comme ça pendant, je sais pas, 20-30 minutes. Bon, bah t'as rien à faire sur l'autoroute, quoi. C'est tout droit, donc tu réfléchis, puis, hein, et puis putain, si je fais une crise à ce moment-là, là, dans la voiture, comment je fais? Et franchement, des crises d'angoisse dans la voiture, sur l'autoroute, j'en ai fait. Et c'est la pire des sensations parce que, évidemment, tu peux pas t'arrêter. Du coup, je me disais, c'est horrible, quoi. Je me disais, allez, encore une sortie. Allez, la prochaine sortie. Allez, la prochaine sortie, tu sors. Et quand j'arrive à la sortie, allez, encore une sortie d'autoroute. Une sortie. Sauf qu'il y a des moments, bah, je pouvais pas, quoi. Je suis sortie de l'autoroute alors que c'était pas du tout là où je voulais aller. Ou encore des moments où je tapais la crise sur l'autoroute. C'est-à-dire j'avais les jambes qui étaient comme ça, je respirais fort, le cœur qui bat à 1000 et tout. Alors que t'es sur l'autoroute et que t'es au milieu des camions et ce genre de truc et que t'es à 90 ou 110 à l'heure, quoi. Je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit de l'Atarax. C'est pas exactement un anxiolytique, c'est un sédatif qui est en général prescrit pour les pré-opérations, en fait, pour les enfants, des trucs comme ça qui stressent. Donc ça aide pas mal en cas de crise. Et puis surtout, en fait, j'ai été prise en charge par plusieurs psychologues. Enfin, j'en ai vu 2. Une hypnothérapeute qui m'a pas mal aidée sur les problèmes de fond, en fait, de pourquoi j'avais ces angoisses. Et une psychologue qui fait de la thérapie comportementale et cognitive, donc TCC, qui en fait, la TCC, ça aide à rationaliser les choses. Exemple tout bête, quelqu'un qui va prendre le métro, qui va se sentir oppressé, qui va se sentir coincé parce qu'il y a beaucoup de monde dans le métro, comme par exemple mon expérience avec le train. La psy va vous dire mais combien de fois est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui est mort dans le métro parce qu'il était asphyxié, parce qu'il y avait trop de monde? En pourcentage, vous doseriez ça à combien? Et par exemple, toi tu vas répondre pas beaucoup, peut-être 1%. Et la psy va te dire mais vous pensez vraiment qu'il y a une personne sur 100 qui meurt asphyxiée par trop de gens dans le métro? Et là tu te rends compte qu'en fait ton angoisse elle est bête, elle est complètement irrationnelle. Cette thérapie elle aide aussi pour donc tout ce qui est phobie, le vertige, ce genre de choses, pour les addictions aussi. Comment arriver, c'est très concret, c'est comment arriver quand on est pas bien, quand on a envie par exemple quand on est alcoolique, quand on a envie de picoler, et comment gérer cette situation au moment où ça arrive. Donc vraiment très utile la TCC. J'ai arrêté la pilule que j'avais commencé à prendre en juin et j'y ai arrêté en août, fin août je crois. Parce que je me suis dit ça peut avoir un lien, on sait jamais, les hormones, tout ça, ça peut avoir un lien. Bon, ça allait mieux en fait, je faisais de la sophrologie, de la méditation pour aider mon cerveau à se calmer. Il y avait un mieux, c'est-à-dire que je faisais plus de crises plusieurs fois par jour. On va dire que je faisais une crise à peu près tous les 4 jours, toutes les semaines, et qui était un peu moins forte, etc. Donc ça allait mieux. Mais j'avais toujours ce problème de trouble anxieux, c'est-à-dire que c'était tout le temps, les ongles, machin, pas bien, quoi. Et donc, comme j'ai vu que n'y avait pas trop de différence entre quand je prenais la pilule et quand je la prenais pas, je l'ai reprise. Je l'ai reprise après 1 mois et demi, 2 mois d'arrêt. Et là, ça a été la catastrophe. Donc déjà, mes angoisses au quotidien s'étaient renforcées. Et au bout d'1 semaine, j'ai tapé une crise, mais je pense que ça a été la plus difficile pour moi à surpasser. C'était une crise nerveuse, on va dire. J'avais pas l'impression de mourir, j'avais pas l'impression de devenir folle. Mais c'était très physique. C'était toute la nervosité en fait qui était en moi, qui voulait sortir. J'avais l'impression que quelque chose voulait sortir de mon corps. Et en général, c'est pas trop normal quand on a ça, à part peut-être le réalisateur de Alien,
Ridley Scott, peut-être c'est pour ça qu'il a créé ce film-là. Mais en gros, voilà, il y avait cette envie de pleurer, cette envie de vomir, cette envie de hurler, de taper, de courir, j'ai besoin que ça sorte en fait. Et comme je faisais rien dans mon quotidien pour que ça sorte, et ben ça restait. Jusqu'au jour où bah voilà, ce soir-là, une semaine après avoir repris ma pilule, bah, j'ai tapé cette crise-là, où c'était énorme. Et il a fallu que bah, je tape dans mon oreiller, que voilà, et puis j'ai pris un cachet et puis c'est passé. Mais c'était vraiment très, très compliqué à expliquer. Et donc bah, quand j'ai vu ça, j'ai pris la pilule et je l'ai jetée à la poubelle quoi. J'ai dit ça y est, c'est ça, c'est évident que c'est ça. Suite à ça, j'ai suivi de très près mon cycle menstruel. J'ai plus refait de crise après ça, mais j'ai remarqué que mes angoisses étaient beaucoup plus fortes 10 jours avant mes règles et pendant les règles. C'est-à-dire qu'en fait sur un mois, je suis tranquille que 2 semaines. Pas psychologique, c'est pas j'ai peur de ça. C'est pas bien, le corps qui est tout stressé, la boule au ventre. Je me suis dit tiens, la pilule, donc hormone de synthèse, et maintenant le syndrome prémenstruel, ben ça fait beaucoup d'hormones tout ça. Et donc je me suis renseignée et je me suis rendu compte que cette période que je décrivais, c'est une chute d'œstrogène et un pic de progestérone. Donc j'ai pris rendez-vous avec une gynécologue qui est aussi endocrinologue pour justement arriver à comprendre en fait ce qui se passe au niveau de mes hormones. J'ai fait des prises de sang, j'étais en carence de vitamine D, de fer et de magnésium. Donc ça, bah, forcément ça joue sur les angoisses, la fatigue, etc., l'anxiété. Aujourd'hui ça va mieux. Donc ma dernière crise était début novembre. On est en mars, fin mars. J'ai refait une crise il y a 2 jours. Pour moi c'est un peu un échec on va dire parce que j'avais réussi quand même à tenir pas mal de temps sans en faire. Mais en même temps je me dis ben j'ai eu une avance de 3 jours dans mes règles, donc c'est sûr que c'est hormonal quoi, c'est pas grave. Je crois que j'ai tout dit par rapport à mes angoisses, à mon expérience avec ça. Ça a duré déjà pas mal de temps. Et aujourd'hui, j'ai réussi à reboire de l'alcool. Ça y est, mon maximum ça a été 4 bières et demie. Et c'est ma psychologue qui m'a conseillé, qui m'a dit la dernière fois pour le nouvel an, qui m'a dit passez un bon nouvel an et puis j'espère que vous allez bien vous bourrer la gueule, c'est très, très important machin. Donc j'étais assez contente d'avoir pu boire 4 bières et demie. J'ai pas encore retenté l'alcool fort mais bon voilà, on s'en fout, au pire l'alcool c'est pas quelque chose d'essentiel dans la vie on va dire. Voilà, alors maintenant je vais donner des conseils pour ceux qui font des crises d'angoisse. Ces conseils ils viennent à la fois de mon expérience personnelle, de l'expérience que d'autres ont eue autour de moi. Ça vient aussi de vidéos que j'ai pu regarder, d'avis de psychiatres, de psychologues. Voilà, c'est quelque chose d'assez sérieux. On ne base pas que sur mon expérience évidemment. J'ai fait une petite liste. Il faut d'abord se dire que les crises ça passe toujours. On a l'impression que c'est un état permanent, qu'on va rester dans cet état pendant longtemps. En fait non. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, c'est un état assez primitif. Il se met en état de agir ou fuir. C'est comme quand il y a des milliers d'années, des millions d'années, l'homme était face à un animal, à un lion. Le corps, il va pas vous faire crever sur place en fait. Il va pas vous faire vous évanouir non plus. Il se met en état d'alerte et voilà, soit pour fuir, soit pour affronter le danger. Donc il n'y a pas de risque de mourir. Voilà, le corps est tellement en alerte que ce ne serait pas logique en fait de mourir de ça. Deuxième chose, c'est qu'il faut absolument continuer les activités quotidiennes. C'est-à-dire que ça ne doit pas devenir handicapant. Prendre l'ascenseur, prendre le métro, prendre le train, la voiture, continuer à travailler, ce genre de choses qui peuvent paraître impossibles quand on est dans cet état de crise d'angoisse. Mais c'est essentiel parce qu'après, on peut développer de la l'agoraphobie, de la claustrophobie, et là, pour s'en sortir, c'est très difficile, quoi. On peut s'en sortir grâce notamment à la TCC, mais c'est plus difficile de sortir de ça. Moi, voilà, j'ai continué à prendre l'ascenseur, mais franchement, c'était très difficile. Hein. Mais prendre le métro, à prendre la voiture, ok, j'ai tapé des crises sur l'autoroute, c'est dangereux, mais
je suis encore là et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et j'ai pas développé d'agoraphobie, de claustrophobie quoi, et ça c'est vachement important. Il faut pas tomber non plus dans l'hypocondrie. En fait vous aurez beau aller à l'hôpital, aller aux urgences parce que sur le moment vous avez l'impression que vous allez mourir, les médecins vous diront, ils vous feront des électrocardiogrammes, ce genre de choses, et vont diront mais madame, monsieur, vous n'avez absolument rien, votre cœur bat vite, mais c'est tout, vous allez faire des scanners, des machins, vous n'avez rien, c'est une crise d'angoisse. Donc ça sert à rien d'aller à l'hôpital quoi. Il faut aussi trouver le juste milieu entre se forcer et se motiver à faire les choses. C'est-à-dire que à la fois il faut se dire si je le sens pas, je le fais pas, faut pas se forcer. Et en même temps, il faut se dire que, allez, sinon, ça pourrait être pire après, quoi. Moi, il y a des soirs où je me sens pas bien, où je me suis sentie pas bien, et où j'arrivais pas à dormir. Et la seule chose qui pouvait me soulager, c'était, je me disais, va dormir avec ta mère. Alors ok, j'ai 23 ans, c'est un peu la honte de dire ça, mais parfois, ouais, franchement, je vais dormir avec ma mère parce que je me sens pas bien. Et sur le moment, tu te dis, ah putain, t'as 23 ans, tu peux pas dormir sans ta mère. Alors non, c'est pas que je peux pas dormir sans ma mère, c'est que quand je suis dans cet état d'angoisse permanent, il y a que ça qui arrive à me soulager. Un clodo dans la rue qui hurle. Donc, voilà, faut pas hésiter à aller voir un psychologue. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent mais non, mais moi je suis fort, j'ai pas besoin de psy, les psys c'est des charlatans. Si des gens font des 5 ans d'études, 7 ans d'études pour être psychologue, neuropsychologue, etc., c'est des gens qui sont payés pour vous aider. Alors ce sera peut-être pas le premier psy que vous allez trouver parce qu'il y en a qui ont des méthodes qui correspondent pas à tout le monde. Mais voilà, moi je conseille vraiment la TCC, l'hypnothérapie qui est pas mal aussi pour traiter les problèmes de fond. Il y a aussi les psychiatres qui sont donc des médecins qui peuvent donner donc des anxiolytiques, des antidépresseurs. Alors les antidépresseurs ils seront moins dosés que pour quelqu'un qui souffre de dépression, mais ça va aider à soulager l'angoisse au quotidien en fait. Et les anxiolytiques ils seront utiles en cas de crise, c'est-à-dire quand on sent qu'on n'est pas bien, qu'on va faire une crise, on prend l'anxiolytique, ça calme. Le problème avec les anxiolytiques, c'est que ça peut être très addictif en fait. Donc ça peut être difficile de s'en séparer quand on en a beaucoup utilisé. Mais sur le moment, c'est une vraie béquille, il ne faut pas hésiter à prendre des médicaments. Ça peut paraître bête, mais l'ostéopathie aide vraiment à soulager les angoisses. En fait, on a un muscle ici qui prend aussi dans le dos, qui sert à respirer correctement. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de respirer par le ventre et pas par la poitrine. Vous allez remarquer que même avant un oral, quelque chose de stressant, vous allez en respirant par le ventre, ça va relaxer mais très vite. Et en fait, l'ostéopathie aide à détendre en fait ce muscle qui est donc le diaphragme, à détendre ce muscle lorsqu'il est coincé et que du coup la respiration abdominale se fait moins bien. Et il faut essayer de respirer par le nez et pas par la bouche quand on ne se sent pas bien, parce que le flux d'air qui passe par le nez est plus facile à maîtriser que le flux qui passe par la bouche en fait. Et de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire qu'une crise d'angoisse, si elle arrive, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Dans votre vie, dans votre quotidien, où il va se passer quelque chose d'angoissant, ou pas forcément d'angoissant, mais un changement en tout cas. Et donc il faut pas hésiter à s'écouter en fait. Il ne faut pas hésiter à faire de la sophrologie, de la méditation. Ça peut paraître bête, du yoga, faire des choses qui vous plaisent, du sport aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai pas fait et évidemment je pense que ça m'aurait bien aidé. Faire du sport, sécréter de l'endorphine au maximum. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur physique, qui vont à la muscu, qui se maquillent, qui font tout ça, mais qui prennent pas forcément soin de ce qu'il y a là-haut, quoi. Et ce qu'il y a là. C'est très important de se recentrer, de savoir, qu'est-ce que je fais de ma vie, prendre des vrais moments de bonheur tout seul,
Pour moi, la méditation ou la sophrologie, c'est vraiment des moments de pur bonheur, où je suis seule, je suis bien, en accord avec moi-même. Ça peut être bête, hein, mais surtout à nos âges, on se dit ça va, la bouddhiste elle va se calmer. Non, c'est vraiment une question de souffler en fait. Très important. Le joint. J'ai entendu de plus en plus de, enfin j'entends de plus en plus de personnes qui font des crises d'angoisse liées au joint. Heureusement que j'ai jamais touché vraiment à cette chose-là. Le joint, ça a cette capacité effectivement à détendre, mais aussi à faire psychoter, à donner des crises de paranoïa, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, ça fait 7 ans que je fais des crises, ça fait 5 ans que je fais des crises, ça fait 2 ans que je fais des crises parce que j'ai touché à un joint. J'avais l'habitude d'en fumer, j'en fumais tous les jours, plusieurs par jour, en soirée, machin. Et puis il a suffi d'un seul, et puis là, ça fait 2 ans que j'arrive pas à m'en sortir, quoi. J'arrive pas à m'en sortir, je fais des crises tout le temps, je peux plus retoucher un joint, je suis complètement en panique tout le temps, très angoissée. Et ça m'a ruinée. Donc comment essayer de convaincre quelqu'un qui fume d'arrêter? Et montrer leur ma vidéo, s'ils n'ont pas envie d'avoir des crises, qu'ils arrêtent de fumer. Voilà. Maintenant, je vais donner des conseils pour les gens qui assistent aux crises. Et Dieu sait que ça peut être très difficile. Donc comme j'ai dit, moi j'ai assisté d'abord aux crises de ma mère avant de faire les miennes. Et maintenant que j'en vis, je comprends encore mieux la chose. Ce qui est très important, c'est de demander à la personne qui fait une crise ce qu'elle préfère. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont préférer rester tout seuls, qui vont préférer rester dans leur coin, faire leur crise, et voilà. Et d'autres, comme moi par exemple, qui préfèrent être entourés, qui veulent absolument qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux. Moi pendant tout cet été par exemple, j'étais incapable de dormir seule. C'est-à-dire que je dormais avec mon frère, je dormais avec mes potes, je dormais avec mon père, avec ma mère, mais j'étais incapable de rester seule. Donc voilà, très important de lui demander ce qu'elle préfère. Et surtout, il ne faut pas se dire qu'elle est en train de faire du cinéma. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Les gens disent souvent ah, ça va, elle a fait une crise, ça va, t'es stressée, pourquoi tu te mets dans cet état-là? Il n'y a rien, il se passe rien autour de toi. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il se passe rien et que la personne, elle se met quand même dans cet état-là. Donc, de toute manière, ça se remarque, quelqu'un qui fait une crise, c'est pas juste t'es stressé, quoi. Mais quand on fait une crise, on se rend pas compte de ce qu'il y a autour de nous, en fait. C'est un peu comme une envie de vomir, dans le sens où quand t'as envie de vomir, tu peux pas te retenir. Ou si tu te retiens trop, tu vas te dégueuler dessus, quoi. Donc vaut mieux aller aux toilettes, vaut mieux gérer tes nausées. Quand on fait une crise, on se rend pas compte qu'il y a du monde, on se rend pas compte... Et puis de toute façon, c'est là, il faut que ça sorte. Donc il n'y a pas de cinéma. Deuxième chose, en général, la personne qui va faire une crise, elle va avoir envie d'un endroit où se réfugier. Donc si on est en soirée, aller dans une chambre, dans des toilettes publiques, je sais pas, si vous êtes au cinéma par exemple. Ou alors au contraire, il y a des gens qui vont avoir envie de sortir dehors, d'aller prendre l'air, de respirer à plein poumon. Troisième chose, dites-lui que c'est un moment terrible à passer, horrible, mais que la personne connaît, qu'elle a déjà vécu, qu'elle va sûrement revivre, mais qui va passer. Quatrième chose, allez lui chercher son cachet. Les personnes qui sont angoissées ont toujours leur cachet sur eux. Sinon, vous prenez de l'ophytose, des fleurs de bac, du Zenalia, un peu d'homéopathie, ce genre de trucs. Bon, évidemment, ça marchera pas autant qu'un anxiolytique, mais ça peut bien fonctionner quand même. Et surtout, il faut respecter la dose prescrite parce que sur le moment, peut-être la personne, elle va dire passe-moi 2 cachets. Mais non, un seul, ça suffit. Et au contraire, ça peut être pire en fait si on donne plus de cachets que ce qui est prescrit. On peut essayer aussi de masser la personne, de la toucher en fait pour lui faire garder le contact avec la réalité. J'ai entendu beaucoup de personnes qui parlaient de compter les voitures, compter les objets rouges autour de nous. En fait, c'est pour essayer de se sortir de cet état d'angoisse en fait. Alors la tétanie, c'est encore autre chose. C'est une crise où tous les muscles sont très crispés en fait, comme ça. Très important, ne jamais essayer de délier la personne, parce que si la personne elle-même n'arrive pas à tendre ses mains, à détendre ses mains, c'est pas vous en tirant dessus qui allez y arriver. Donc ne surtout pas essayer de tirer, mais essayer au contraire de masser pour essayer de détendre les muscles en fait. Et surtout, il y a un dernier conseil que je peux donner, c'est d'essayer de ne pas stresser à votre tour en fait. Une crise d'angoisse, surtout si elle est accompagnée de tétanie, ça peut être très impressionnant.
On a l'impression d'être la personne. C'est un peu l'exorciste, hein. Sincèrement, moi j'étais un peu en mode, mais j'avais beaucoup de spasmes en fait musculaires. Et du coup, voilà, je me tordais. Ma mère, c'est pareil, quand elle fait une crise de tétanie. Alors moi, je me tords dans tous les sens. Et ma mère, en fait, elle se tord. Et puis après, elle est comme ça. Tellement la tétanie est forte. Et donc voilà, c'est un peu l'exorciste. On compare souvent ça à des crises d'épilepsie. Donc comme j'ai dit, dans les crises d'angoisse, on ne peut pas s'évanouir. Alors que l'épilepsie, il me semble que oui, effectivement, tu perds conscience en fait. T'es plus capable de parler. Alors que les crises d'angoisse, c'est pas pareil, ça c'est pour différencier les deux. Mais voilà, donc ça peut être très impressionnant et c'est un peu comme l'exemple, je dirais, de la femme enceinte qui va accoucher, qui a perdu les os et le mec qui est là en mode oh mon dieu, le sac, le taxi, la voiture, vite, machin. Non, enfin je veux dire, c'est déjà assez angoissant pour soi-même, il faut essayer de garder son calme parce que si en plus on reçoit l'angoisse des autres qui sont autour de nous, mais c'est un enfer, on peut pas vivre comme ça, on peut pas vivre la crise comme ça. Du coup, il faut essayer de garder son calme au maximum. Ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Tu fais une crise d'angoisse. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Est-ce que tu veux que je te mette quelque part, que je te donne quelque chose? Voilà. Ne pas trop oppresser la personne aussi, ne pas essayer de la retenir, de faire un câlin ou quoi. Non, si on a besoin d'air, en fait, on a besoin de respirer. Donc déjà, on a l'impression de mal respirer, mais alors si en plus il y a quelqu'un qui nous étouffe en nous faisant un câlin ou je ne sais quoi, non. Il faut laisser de côté, laisser la personne faire sa crise et puis vous essayez de vous calmer aussi, de rester un peu tranquille. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, petite et un peu longue au final. Petite vidéo par rapport aux crises d'angoisse, un truc que je voulais faire quand même depuis assez longtemps. J'espère que ce sera utile en fait. Moi j'ai fait ça uniquement pour être utile. Pas pour raconter ma vie ou pas pour m'afficher comme ça sur les réseaux. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, j'aurais bien aimé que quelqu'un ait fait une vidéo comme ça pour moi quand toutes ces histoires se sont passées. Si vous avez évidemment des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou à commenter la vidéo. Je m'en fous si vous de lâcher des likes ou des trucs comme ça, je suis pas youtubeuse, c'était juste pour vous expliquer tout ça. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé.